Cher auditoire, chère contradictrice, j'ai aujourd'hui l'honneur et le privilège de me tenir aux côtés de la loi. J'en serai en quelque sorte l'avocat commis d'office, car je n'ai pas choisi ma position. Et je tenterai malgré tout de défendre sa force et ses capacités en vous démontrant que la loi peut effectivement tout encadrer. Mais avant cela, une précision s'impose. La question de savoir si la loi peut-elle tout encadrer n'est pas celle de savoir si la loi doit-elle tout encadrer. Ce à quoi on pourrait aisément répondre que la loi ayant comme vocation première de protéger chaque individu face à l'arbitraire en garantissant ses droits et libertés fondamentaux tout en assurant l'organisation et la stabilité de la société, une miction trop importante du droit dans cette dernière conduirait inévitablement à l'effet inverse, une privation accrue des libertés et un chaos assuré dans notre société. Mais encore une fois, la question n'est pas là, puisque celle qui nous a aujourd'hui été posée est celle de savoir s'il est envisageable que la loi puisse prévoir tous les scénarios, envisager toutes les hypothèses, toutes les possibilités, et ce, jusqu'au plus profond de notre intimité. Vous me permettrez donc de reformuler la problématique de la façon suivante. Peut-on légiférer sur tout ? À la lecture du sujet, une réponse m'est venue spontanément, et c'était celle de me dire « Oui, la loi peut tout légiférer, la loi peut tout encadrer, tant que cet encadrement se fait dans le respect du texte constitutionnel, lui-même placé sous l'égide des vieux sages dûment sélectionnés qui sauront effectuer un contrôle de constitutionnalité, de qualité sur le texte qui leur sera présenté. » Un contrôle de qualité, car ce n'est pas simple d'arriver au Conseil constitutionnel. Il faut avoir une solide connaissance du droit en vigueur, être âgé de plus de 60 ans et donc avoir une certaine expérience, avoir fait de la politique, critère déterminant pour siéger dans une institution soi-disant neutre, et surtout, avoir eu sa carte au moins une fois au Parti socialiste, c'est quand même mieux. Enfin, à quelques exceptions près, au revoir, Monsieur Debré. En somme, je pourrais m'arrêter là et vous répondre de la sorte, oui, la loi peut tout encadrer, tant qu'elle-même reste dans le cadre de notre Constitution. Chère contradictrice, oserez-vous prétendre le contraire ? Mais j'ai toutefois choisi d'illustrer cette affirmation par le biais d'un exemple. Nous prendrons un personnage fictif que nous appellerons Tartampion et dont nous retracerons ensemble le chemin de vie. Tartampion n'est pas encore né que la loi pense déjà à lui. En effet, la théorie de l'infans conceptus permet à l'enfant à naître de bénéficier de certains droits, si cela va dans son intérêt. Ce faisant, la loi encadre même ce qui n'est pas, ou pas encore, en tout cas au sens du droit. Mais ça y est, Tartampion est né. C'est un très beau garçon qui aura sans doute tout pour réussir dans la vie. Sauf que voilà, son père est décédé et sa mère enchaîne les petits boulots afin de subvenir aux besoins de Tartampion et ses deux sœurs. Sauf que la loi avait déjà tout prévu. La loi avait déjà tout prévu en instaurant un système national de bourse pour aider les familles à payer les frais de scolarité de leurs enfants. À cet égard, Tartampion souhaite un jour devenir avocat, étant fasciné par leur éloquence, par leur élégance, et surtout par leur arrogance, pardon, leur compétence. Tartampion s'est donc inscrit à l'université de droit. C'est un peu stupéfait qu'il découvrit qu'on y enseignait tout, sauf du droit. C'est donc entre deux cours d'histoire, un cours d'économie politique et un récital de philosophie que Tartampion s'émerveilla devant les yeux d'Émilie. Ces derniers décidèrent plus tard de se marier, et étant fous amoureux et pas fous tout court, ils ont rédigé un beau contrat de mariage. Heureusement, le législateur qui avait pensé à tout a certainement dû assister à plus de divorces que n'importe quel notaire, et a créé le régime de la séparation de biens. Un choix malin qui leur permet de s'aimer librement, tout en s'épargnant d'éventuelles querelles sur qui garde le chalet à Font-Romeu et qui reprend le chien en cas de coup dur. La loi encadre ainsi même les situations dans lesquelles on ne peut plus trop s'encadrer. D'ailleurs, ça ne se passe plus très bien chez les Tartampions. Monsieur Tartampion s'est laissé aller à quelques escapades extra-conjugales, on lui pardonnera,
Et Madame Tartampion, qui n'a pas tardé à découvrir le poteau rose, compte bien se prévaloir de l'article 212 du Code civil. En effet, ce dernier dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Dieu merci que cette disposition ne figure pas dans le Code pénal, sinon bien des Tartampions dormiraient en cellule plutôt que sur le canapé du salon. Mais, même sans menottes, cet article n'est pas à prendre à la légère, messieurs, mesdames d'ailleurs. Il consacre une réelle obligation de fidélité entre époux et permet, en cas d'infidélité avérée, de demander le divorce au tort exclusif du coupable. Le législateur avait encore une fois tout prévu. Mais de plus, lorsque ce dernier évoque la notion de fidélité, qu'il ne prend comme à son habitude pas la peine de définir, n'est-ce pas là une preuve que la loi encadre même la morale? Alors sur ce point, je laisse bien sûr l'honneur aux grands finalistes d'un débat. Vous l'aurez compris, la loi, et plus largement le droit, encadre chaque étape de nos vies. Peut-être même trop, me direz-vous, à tel point que certains parlent d'inflation législative au regard de la multiplication des articles et de leur subdivision. On atteste par exemple l'article 222-33-2-1 tiré par les cheveux du Code pénal, ou de l'absurdité des lois et règlements à force de trop vouloir encadrer. C'est ainsi qu'à Châteauneuf-du-Pape, sûrement après avoir trop bu le Châteauneuf-du-Pape, un maire a pris un arrêté interdisant, je cite, le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes sur le territoire de la commune, sous peine de mise en fourrière immédiate. Ou encore, un arrêté municipal pris dans une commune du Maine-et-Loire autorise les reines du Père Noël à stationner gratuitement sur la voie publique. Anne Hidalgo en sueur. Alors ce ne sont bien sûr que des arrêtés, me direz-vous, exclus du domaine de la loi. Mais la loi aussi est parfois absurde. Par exemple, la prostitution est légale en France. Mais le recours au service des vendeuses de sexe est quant à lui interdit. S'inscrivant ainsi dans le respect de la liberté d'entreprendre et d'être entrepris d'une part, mais bafouant celle d'aller et venir d'autre part. Alors, chère contradictrice, permettez-moi d'anticiper votre propos, car je sais ce que vous allez me rétorquer. Oui, il y a des choses que la loi ne peut et ne pourra jamais encadrer, je vous le concède. Les sentiments, les émotions, le subconscient ou encore la raison. Ces zones mystérieuses et insondables de l'être humain échappent et ne sauraient succomber à toute tentative de régulation juridique. Les lois, aussi bien intentionnées soient-elles, ne sauront jamais saisir pleinement toute la complexité de l'âme humaine. Elles peuvent certes poser des garde-fous, des principes directeurs, mais elles restent limitées lorsqu'il s'agit de cerner les nuances de nos désirs et de nos peines. Mais si la loi ne peut gouverner ces aspects intangibles de notre existence, elle peut en revanche en garantir le respect, la liberté, l'équité. Car si l'on peut légiférer sur l'intime, il est pourtant essentiel d'assurer que chacun, dans son expression de l'émotion et du sentiment, ne soit ni opprimé, ni dépossédé de ses droits fondamentaux. Montesquieu disait d'ailleurs que la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Alors, chers législateurs, je vous en prie, votez, légiférez, encadrez, car c'est au prix des lois que nous achèterons notre liberté. Enfin, ayons une pensée pour M. Tartampion. J'ai eu quelques nouvelles. Et figurez-vous qu'il est devenu une femme grâce à l'article 61-5 du Code civil. Il a même pu avoir des enfants grâce à la loi Taubira de 2013. Mais entre-temps, il a perdu sa mère qui avait demandé d'être euthanasiée. Mais sur ce point, je le sais, le législateur ne saurait tarder à se prononcer. In fine, tout était écrit, dès sa naissance, dans le cadre de la loi, ou pas. Je vous remercie. Au sujet de la parité, c'est vrai, elle n'est pas très respectée dans le jury. Mais je tiens toutefois à souligner que
deux grandes figures de la justice locale sont ici des femmes, Madame la Présidente et Madame la Batelière. Alors j'ai entendu vos arguments, je les ai compris. Et je dirais même plus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison, la loi ne peut pas tout encadrer. Vous avez évoqué les relations humaines. Il est évident que la loi ne peut pas se glisser dans notre intimité. La loi ne peut pas non plus gouverner les amitiés ou les inimitiés et ne peut contraindre à aimer, comme vous l'avez évoqué. Mais en disant cela, restons-nous vraiment dans le cadre de la loi, dans ce pourquoi elle a été créée? La loi ne se veut-elle pas générale et impersonnelle? Si la loi devait s'immiscer dans notre intimité, elle sortirait du cadre pour lequel et dans lequel elle a été créée. Donc ainsi, je répondrai sur cet argument en vous disant que la loi ne peut pas tout encadrer, mais si l'on reste dans le cadre dans lequel elle a été créée, celle-ci le peut tout à fait. Ensuite, je viens rapidement sur les lois de finances que vous avez évoquées. Il est vrai que le vote des lois de finances peut parfois créer une situation de blocage dans notre pays. Vous avez parlé de ces gouvernements qui tombent et se refont. Cette situation au niveau budgétaire peut en effet nous faire douter du pouvoir et de la force d'encadrement de la loi. Mais le législateur n'a-t-il pas prévu, au moyen des lois de finances spéciales, la possibilité d'adopter une loi afin de s'assurer que le budget soit dans tous les cas adopté? Je vous remercie, j'ai fini. Chers membres du jury, cher auditoire, bonsoir. J'ai l'honneur de vous annoncer, en ce début de soirée, que la loi ne peut tout encadrer. Le débat qui s'est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience. Et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. Alors, serez-vous du côté de ceux qui croient, ou bien de ceux qui voient? Serez-vous du côté des juristes dits rationnels, ou bien de ceux dits irrationnels? Serez-vous du côté des justes, ou bien des injustes? Tout comme M. Badinter, qui m'a inspiré pour cette amorce, je militerai dans cette cour d'assises, non pas pour l'abolition de la peine de mort, mais en ce que la loi ne peut tout encadrer. Mieux légiférer pour mieux régner, nonobstant, le cas d'espèce s'apparente davantage à mieux légiférer pour mieux diviser, mieux légiférer pour mieux encadrer. Ce contrôle permanent, ce contrôle persistant de la loi nous a menés à notre perte. Car à force de vouloir tout prévoir, tout savoir, l'encadrement s'en va. Ce trouble obsessionnel que l'on éprouve pour la loi nous a attendus, aveuglés par son éclat, au point d'en avoir oublié son objet premier, celui d'encadrer notre société. Alors après que n'ait été dépeint le schéma d'une loi idyllique, dépourvue de toute aspérité, laissez-moi vous conter la dure réalité à laquelle est confrontée notre loi. Ainsi, vous ne vous laisserez pas berner par les effets de manche de mon contradicteur, car ils ne sont là que diversion. En effet, ce scénario, digne de la doctrine Disney, nous a bercé de songes et d'illusions. Et je ne peux guère prendre part à ce vaste mensonge plus longtemps. Mais de grâce, comment la loi pourrait-elle tout encadrer? Je vous le demande, chers avocats, chers professionnels du droit, chers procureurs, chers magistrats. Vous le savez, nous valons bien mieux que cela. Ainsi, chers contradicteurs, je m'apprête à élever le débat. Aucune contestation, très bien alors, qui ne dit mot consent. Chers membres du jury, si la loi peut tout encadrer, alors qu'en est-il de la parité qui n'a pas été respectée ce soir au sein même de notre éminent jury, et ce, la veille de la journée internationale des droits des femmes? Nos citoyens adorent la loi. Ils sont persuadés qu'elle est le remède à tous les maux, la solution miracle, que dis-je, l'étoile du berger.
pour toute difficulté rencontrée. L'événement appelle la loi, et nos gouvernants répondent à cette demande en multipliant les initiatives législatives. Et ce, sans même évoquer la personnalisation excessive de la loi, passant de la loi Aubry à la loi El Khomri, aux lois Perben, aux lois Fillon. Décidément, c'est qu'il est bien nommé le Parlement. Et je vous fais grâce des lois Sapin 1, Sapin 2 et le projet Sapin 3, car c'est à croire qu'il s'agit là d'une véritable trilogie. C'est dire, la loi peine si bien à tout encadrer qu'elle est victime de son propre succès, illustré par le biais de l'inflation législative. Cher auditoire, navré de vous l'apprendre, mais l'inflation ne s'est pas seulement simplement contentée de nos paniers grands frais du dimanche matin, hélas non, elle s'est également immiscée dans l'élaboration de nos textes de loi. Nous croulons sous les codes, croulons sous les lois, toujours des mots, oui, rien que des mots, mais qui au fond n'encadrent pas vraiment. Mais pensez à Portalis et à Tronchet, qui pleurent l'état actuel de nos lois, une législation bavarde, contrainte, contournée et submergée. Beaucoup de mots qui pèsent sur nos lois. Enfin, vous ne trouvez pas? Mais hélas, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le Code civil tente désespérément d'encadrer les prénoms dévolus à nos jeunes enfants. Nonobstant, rappelons tout de même que les prénoms Mbappé, Nutella, CR7 et Ikea ont été enregistrés, puis rassurez-vous, retoqués par le parquet. Le palmarès perpignanais n'y étant pas indifférent, en regroupant les prénoms Mini Cooper et Prince William au sein de ce classement. Si la loi peut tout encadrer, alors qu'en est-il du scandale DSA, du procès Ranucci, au cours duquel on a ôté la vie? Jugé à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, ce procès a retenti dans toutes les cours d'assises. Alors jusqu'à quand allons-nous légiférer sur nos croyances, en manquement de tout encadrement? Une loi impuissante, une loi trop lente face au développement du droit international à travers le sillage des conventions multilatérales ou bilatérales. Ainsi, face au foisonnement du droit communautaire, la loi nationale ne peut que s'incliner et acquiescer bêtement les caprices de l'Union économique et monétaire. Mes remerciements les plus sincères s'adressent à Hans Kelsen. La première vérité étant de reconnaître que la loi a ses raisons, que ses limites ignorent. L'humain ne se réduit pas à un ensemble de comportements répertoriés, contrôlés par un peuple. Et c'est justement cette spontanéité et cette imprévisibilité qui échappent à toute législation. Peut-on légiférer sur les relations humaines, sur l'amour, sur la haine? La réponse est évidente. Bien sûr qu'il existe des lois qui encadrent le mariage, le pacte et le concubinage. Néanmoins, aucune loi ne peut forcer le cœur à aimer, ni contraindre un jury à opter pour la négative lorsque la question qui lui est soumise a attrait à l'encadrement de la vie. Les lois ne peuvent commander le choix véritable, celui qui naît de l'éthos issu de notre libre arbitre. Ces émotions, ces sentiments sont personnels et ne peuvent être régulés par un texte de loi. Il en va de même pour les valeurs, la morale individuelle, qui, même si elles influencent nos actions, ne peuvent être imposées par le droit. Ce qui échappe à la loi, et vous le savez bien, c'est l'intime, l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains, notre liberté intérieure, nos aspirations, nos rêves et nos valeurs. Une société ne se limite pas à une série de règles juridiques. Elle se construit aussi sur des principes moraux, sociaux, qui encadrent, qui échappent à l'emprise législative. Vous l'aurez donc compris, la loi est essentielle. Mais elle ne peut être l'unique solution pour encadrer toute dimension de la vie humaine. Car in fine, ce n'est pas la loi qui façonne l'humanité, mais bien l'humanité elle-même qui façonne ses propres lois, avec ses idéaux, ses paradigmes et ses contradictions. Alors si la loi ne peut tout encadrer,
l'on ne peut s'en prendre qu'à notre unique société. Que la raison du cœur ne l'emporte pas sur l'esprit des lois. Car l'on dit bien, dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais encore faut-il l'appliquer, mes bons sangs. Appliquons-la. Si le talon est la faiblesse d'Achille, eh bien la loi trouve sa faiblesse dans son manque d'encadrement. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, étant donné que la loi, dans un cadre donné, encadre, mais que le cadre ne peut se détacher sans que celui-ci ne soit dénaturé. C'est pour cette raison que l'on parle de loi cadre, in fine. Une loi au contenu très général, dont le domaine d'application est défini par des décrets et des textes postérieurs. Mais n'est-ce pas là paradoxal? Et qui plus est, qui habilite le gouvernement à statuer par décret dans un domaine réservé en principe à la loi. La belle affaire. Si la loi peut tout encadrer, alors qu'en est-il du projet de loi de finances, proposé par je ne sais quel gouvernement, c'est dire, il change tellement. Celle-ci a-t-elle miraculeusement permis le redressement des comptes publics, tout en faisant diminuer le déficit? Pour en avoir le cœur net, interrogeons Bercy. Encore une promesse non tenue, me diriez-vous. La véritable question étant de savoir si notre société est prête à ce que la loi puisse tout encadrer. Une loi qui puisse encadrer notre société durant est-elle souhaitable, ou sinon incommensurable? Cette dernière nous laisserait-elle vivre en harmonie, en toute tranquillité, sans bafouer nos libertés auxquelles nous tenons tant, nos libertés fondamentales? Nous l'avons évoqué précédemment. Une loi ne peut à elle seule tout encadrer. Il s'agit là d'un fait indéniable. La réponse se trouve dans la question même. Dès lors que l'on emploie les termes « peut-elle » et le pronom indéfini tout comme signe de faiblesse et d'impuissance. La loi n'est pas un surhomme, sur laquelle un homme peut naïvement s'appuyer. A contrario, c'est l'homme qui détient la plume et l'encrier, la loi quant à elle met simplement le pied à l'étrier. La créature d'un côté, son créateur de l'autre, en mémoire d'une dichotomie à la logique implacable. Ce sera donc la transparence pour tous et l'honnêteté pour chacun. À l'image de M. Badinter, en cette journée historique du 17 septembre 1981, à cet instant plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer le choix de la négative à la question qui m'a été soumise. Car ce soir, vous opterez soit pour la négative, soit pour la positive. Ainsi, chers professionnels du droit, cher auditoire, je vous en fais la demande. Ne laissez pas la loi sombrer dans cette vaste utopie. Je vous remercie. Vous l'avez évoqué précédemment, la loi est un outil, certes, un indicateur au sein du pays, mais elle ne détient pas la vérité absolue. Elle tente d'encadrer, mais que vaut une loi dépourvue d'éthique, de conscience? Vous arguez que la mission de la loi n'est pas d'encadrer la morale. Très bien, je l'entends. Mais quoi de plus paradoxal pour une loi que de ne pas se conformer à ses citoyens, aux mœurs de sa société? Une loi ne peut pas faire office d'électron libre, car dans le cas contraire, il existerait des codes de lois universelles et non des lois nationales spécifiques à chaque État. Alors oui, la loi ne peut pas tout. Et à vrai dire, il en est mieux ainsi. À ce titre, les événements historiques en sont le meilleur exemple. Je pense notamment à l'apartheid en Afrique du Sud, où la loi est devenue un outil de répression et d'injustice, ayant permis non pas l'encadrement de la société, mais d'acquiescer au contraire les injustices. Concernant votre ultime argument ayant attrait à l'article 49-3 de la Constitution, il peut certes s'appliquer aux lois de finances, mais cet article n'est pas sans borne, et c'est très deux. Sinon, il lui permettrait de tout écraser sur son passage. Si la Constitution a tout encadré, comme vous le dites si bien, pourquoi diable l'avons-nous révisée 25 fois durant? La dernière révision datant d'une année à peine, du 8 mars dernier. Ainsi, chers contradicteurs, ne regrettons pas que la loi ne puisse tout encadrer. Au contraire, il faut s'en réjouir. Car une loi forte, sait où s'arrêter. Et c'est à cet endroit même que commencent nos libertés. Je vous remercie. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Qu'est-ce que ces commandements vous enseignent? Que le meurtre, le vol
sont prohibés. Ces actes sont contraires à la morale. Mais qu'est-ce que la morale? Nous parlons de morale. La morale est un ensemble de conduites, une science du bien et du mal, une théorie des comportements humains, une ligne de conduite philosophique qui répond à la question « Comment se comporter avec les autres ?» Et la loi de son côté. Qu'est-ce que la loi? Elle existe pour vivre en société. Elle donne également des règles de comportement. Ne faites-vous pas un rapprochement entre la loi et la morale? Alors bien sûr, le droit et la morale sont deux choses distinctes, mais ces deux notions entretiennent des relations étroites. Elles sont liées. Elles nous poussent à protéger la vie, protéger la propriété d'autrui. La morale nous enseigne que tuer, voler, relève de l'immoralité. Ces commandements ont été inscrits dans le Décalogue, un ensemble de lois ou de règles de comportement religieux. Une morale passée de l'état de conscience à l'état de loi. Et qu'observe-t-on? Ce code de conduite est aussi retranscrit dans la loi salique, dans les ordonnances de l'Ancien Régime, dans le code pénal napoléonien de 1810 jusqu'au code pénal actuel de 2025. À la question « Peut-on légiférer sur la morale ?», la réponse semble prendre corps dans l'affirmative. Oui, nous pouvons légiférer sur la morale, nous le faisons déjà, et ce depuis des temps immémoriaux. Alors, mon adversaire pourrait vous parler du caractère individuel, personnel de la morale, que cette morale est subjective, propre à chacun, et qu'il est impossible de légiférer sur la morale, car la loi porte en elle un caractère collectif. Il vous dira peut-être aussi que la loi et la morale sont trop distinctes, de par leur source, leur finalité, leur caractère, et qu'il n'est pas possible de mélanger ces deux notions. Mais l'énumération de lois effectuées précédemment démontre une toute autre réalité. De tout temps, depuis l'aube de l'humanité, l'homme prend appui sur la morale pour créer ses lois. Dès l'Antiquité, le poète Horace déclamait « Quid leges sine moribus » que seraient les lois sans la morale. Si la législation n'est pas une forme d'expression de la morale, son instrument pour la protéger des atteintes, des coups bas ou des errances, qu'est-ce que la législation? De quoi est-elle faite si ce n'est d'un code de conduite, si son but n'est pas de préserver l'homme de l'immoralité? La société crée des lois en se basant sur un code de conduite. Savez-vous ce qu'est la probité? La probité est une notion morale. Elle est la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. Et il apparaît que nous avons dans notre code pénal actuel des pages et des pages qui consacrent la probité au rang de règle de droit, la section des manquements au devoir de probité, qui permet de réprimer la corruption. Une notion morale consacrée par la loi. Et d'après vous, que sont les bonnes mœurs? Encore une notion morale, des habitudes conformes à la moralité, un ensemble de règles imposées par la morale. Et encore une fois, l'homme a légiféré sur une notion morale en inscrivant cette notion dans son article 6 du Code civil. L'État a même créé une police des mœurs, une unité de police dont le rôle était de réprimer les comportements non respectueux des bonnes mœurs. Les exemples se multiplient. Le droit, la loi seraient coupés de la morale? La loi n'est jamais coupée de la morale. Factuellement, nous pouvons légiférer sur la morale et nous le faisons déjà. Nous ne pouvons tuer et c'est sanctionné. Nous ne pouvons voler et c'est sanctionné. Ajoutons le faux témoignage, lui aussi interdit par la loi, par la morale et sanctionné par la loi. Donc, nous légiférons sur la morale. Cependant, la question de pouvoir ou non légiférer sur la morale pose nécessairement la question du bien fondé. Est-ce bien de légiférer sur la morale? Pourquoi devrions-nous le faire? La réponse est simple. La loi et la morale ne peuvent exister l'une sans l'autre. Un simple code de conduite, seul, n'est pas suffisant. Il est marqué par des limites imposées par la nature même de l'homme, par la nature de la morale, son imprécision, son absence d'autorité, sa vieillesse, sa fragilité. La morale, seule, est faible. L'une des plus grandes fragilités de la morale réside dans l'homme lui-même. L'homme a des faiblesses, il est en proie à ses doutes, ses vices. Seul avec sa morale, l'homme peut se perdre. Influencé par son environnement, par sa famille, par ses expériences, il ne sait où aller. Soyons réalistes, il existera toujours des hommes pour réaliser le pire, pour nuire à la société, aux autres hommes, à la morale. La morale seule n'est pas suffisante, car l'homme est loin d'être parfait. L'homme, avec la morale, peut ne s'intéresser qu'à lui-même, ou qu'à un groupe restreint, sa famille, ses proches. Pourtant, pour vivre, l'homme doit fonctionner en collectivité. Pour y arriver, il a besoin d'un cadre.
La loi lui offre ce cadre. Sans loi, l'homme se fait justice lui-même. Si ce n'est pas la loi qui pose un cadre, d'autres hommes profiteront de cette absence pour contrôler, imposer une morale qui les satisfait. Une telle absence de législation pourrait signifier un retour à la loi du talion, un état de guerre constant, ce que décrit Hobbes dans le Léviathan. En réalité, cette absence entraînerait plus de guerre de moralité qui n'en existe déjà. La législation de la morale est notre salut pour dépasser notre cloisonnement. Nous ne pouvons pas prioriser l'intérêt individuel ou l'intérêt de proximité quand l'intérêt général est en jeu. La morale est limitée par la nature même de l'homme. Ajoutons que la morale est aussi faible de par son imprécision. Pour vivre ensemble, nous ne pouvons pas nous contenter d'une morale trop imprécise, trop floue, trop vague, trop instable, source d'insécurité. La loi apporte une sécurité juridique, de la stabilité. Elle fait tenir la morale debout. La morale ne peut contenir une réglementation suffisamment précise. La morale ne fait que survoler des règles, poser de grands principes. Elle offre une généralité. Or, le respect réside dans l'exactitude. Nous avons besoin de savoir avec précision ce qui est autorisé, ce qui est défendu et quelles en sont les conséquences pour pouvoir s'y conformer. Un code conceptuel de conduite laisse place à trop d'interprétations diverses et variées, trop de subjectivité. Pour vivre en société, la morale ne peut apporter de règles suffisamment claires, alors que la loi énumère, précise, clarifie, offre le détail qui nous oblige. La morale est limitée de par son imprécision. Il faut aussi observer que la morale est faible de par son absence d'autorité depuis que l'enfer ne fait plus assez peur. Elle suppose une simple sanction intérieure, une sanction morale. Rien de bien effrayant, rien de bien dissuasif, rien de contraignant. Est-ce que la morale peut empêcher l'homme d'enfreindre des règles? Est-ce qu'elle les oblige à réparer les infractions à cette règle? Est-ce qu'elle est contraignante? Aujourd'hui, la morale n'a aucun caractère contraignant. La loi, elle, est coercitive, dissuasive. L'autorité publique sanctionne le non-respect d'une règle. La loi est garantie par une autorité, alors que la morale ne bénéficie d'aucune autorité. Elle n'est garantie que par la confiance que l'on place dans les bonnes volontés. Mais serions-nous assez fous pour avoir une totale confiance envers l'homme et sa conscience? Ou plutôt, en serions-nous tout simplement capables d'avoir cette confiance? Pensez-vous que l'homme serait capable de s'auto-sanctionner? Avez-vous foi en l'homme? L'homme est imprévisible. La morale a besoin de cette autorité que lui confère la loi. Réciproquement, la loi sans morale ne peut survivre. Les citoyens placent leur confiance en la loi car justement, elle se doit de représenter la morale des individus. Sans morale, la loi se retrouverait vide de sens et les citoyens la contesteraient si elle ne protégeait pas ces précieux principes. La morale donne aussi une légitimité à la loi, comme la morale trouve une légitimité légale dans les normes édictées. Enfin, la morale est faible parce qu'elle est peut-être un peu vieille, un peu traînante. La loi n'est pas que traductrice d'une morale. La loi peut aussi œuvrer comme moteur d'évolution d'une morale, source d'avancée. Si l'homme s'enfermait dans de vieilles conceptions morales, certains aspects de notre civilisation seraient toujours rudimentaires. Dans notre société française, les femmes seraient encore que des outils de reproduction. La législation sert aussi à impulser des changements. En légiférant sur la morale, l'homme offre un nouveau souffle à la société, et de fait, à la morale. Voyez l'homosexualité, ces hommes et femmes qui étaient persécutés, humiliés, condamnés pour aimer. La loi fait évoluer la morale. En dépénalisant l'homosexualité, la loi a instauré une nouvelle morale. Voyez la peine de mort, acclamée par une grande partie de la population, qui criait à mort lors des procès. Voyez l'esclavagisme. À une époque, être propriétaire d'un esclave s'apparentait au luxe, au symbole d'une richesse. La loi, en faisant disparaître ces pratiques, a poussé la société française à évoluer, a poussé la morale à évoluer. Légiférer sur des principes moraux, c'est tendre parfois vers un monde plus moral. Néanmoins, veuillez noter qu'il n'est pas question ici d'un jugement de valeur, d'une morale qui serait meilleure qu'une autre. Cela relève d'un autre débat. Mais dès lors qu'une société est attachée à des valeurs morales, à un système législatif qui lui correspond, on ne peut qu'observer que la loi renforce la morale et la morale renforce la loi. Par ailleurs,
Certains diront que légiférer sur la morale pousse l'homme à la paresse, à une absence de responsabilité, à se reposer sur la loi. Au contraire, la loi nous apprend la responsabilité, elle protège notre morale. D'autres prônent que la morale est seulement subjective, personnelle. Mais penser que la morale est seulement unique, c'est oublier que l'homme ne survit que parce que sa morale est partagée avec d'autres. Il existe une morale commune qui permet les interactions entre les hommes. Finalement, rendez-vous compte, nous ne pouvons pas nous contenter d'une morale sans loi, car elle serait limitée, et nous ne pouvons pas nous contenter d'une loi sans morale, car les hommes ne l'accepteraient pas. C'est la rencontre de l'esprit et de l'émotion qui donne sens. C'est un cercle vertueux, des obligations de survie réciproques. La survie de la loi réside dans sa morale, et la survie de la morale réside dans l'existence de la loi. L'homme a besoin que ces deux notions se rencontrent pour pouvoir vivre en société. Vous me demandiez, vous m'interrogiez, peut-on légiférer sur la morale? La réponse est oui, et même nous le devons. Enfin, c'est en légiférant sur la morale que nous préservons notre humanité. J'entends ce que vous dites. Vous estimez donc que la loi ne peut évoluer, qu'elle est figée, mais la loi comme la morale sont toutes les deux issues d'une culture. Elles permettent à un État d'évoluer, la loi comme la morale. Elle représente une société à un instant T. La loi n'est pas figée puisque depuis des millénaires, nous n'avons pas la même loi. La loi est à l'image des doutes de sa société également. La loi est créée pour représenter ce que nous voulons voir évoluer. La morale, comme la loi, correspondent à une époque, un espace, un territoire, une population. C'est parce que nous légiférons sur la morale que nous donnons la possibilité à la loi de s'adapter aux différences culturelles, géographiques, politiques, historiques d'un État. Estimer qu'une loi est figée, serait unique, universelle, c'est aussi remettre en question la souveraineté des États. Non ? Mesdames et messieurs, illustres membres du jury, estimées contradictrices, cher auditoire, et vous, mes maîtres à penser réunis en cette salle, bonsoir. Prendre la parole devant vous, ici, dans cette salle de la cour d'assises de Perpignan, constitue un immense honneur pour moi, en tant que jeune étudiant en seconde année de droit, ayant pour rêve de devenir avocat. En préambule à mon propos, permettez-moi de vous remercier sincèrement quant à l'opportunité que vous m'offrez de plaider debout devant vous. Ce soir, au regard de la complexité du sujet qui m'a été octroyé, mais aussi au prestigieux jury auquel je me dois de me confronter, la tâche me semble particulièrement ardue. Mais Machiavel disait, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que la force de ma volonté inégalée pourra me permettre de vous convaincre que non, nous ne pouvons pas légiférer sur la morale. Ma captatio benevolentiae étant désormais accomplie, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Je récuse votre point de vue, chère contradictrice. Je le récuse totalement. Oh, je vous concède volontiers, bien que je sois sous le charme de votre vision idyllique du lien entre la morale et le droit, vous avez su tant bien que mal persuader notre bienveillante auditoire avec des arguments certes élégants, mais réfutables. Cependant, je me dois de vous prouver à tous que ce plateau n'est qu'un leurre brillant, une illusion d'éclat, masquant la fragilité de son contenu. Car sous l'argenterie raffinée de vos arguments, je ne vois qu'un assemblage de certitudes vacillantes, prêtes à s'effriter au moindre souffle du doute. Et permettez-moi ce soir d'être ce vent de raison qui balayera les artifices afin de révéler la vérité nue, celle d'un droit qui ne saurait s'asservir aux caprices mouvants de la morale. Tout d'abord, bien entendu, il convient de rappeler que la morale et le droit ont une nature distincte. La limite que la morale impose au droit est un vaste sujet, sans doute l'un des plus fondamentaux en philosophie. En effet, comprenez bien que si le droit relève du principe et est intemporel, la morale, quant à elle, est circonstancielle.
locale, de l'ordre du dérisoire. Elle est irréductiblement concrète. Voilà que le divin, arraché de son principe, se borne à son absolu et ne se borne aussi qu'à ce qui n'est que factuel et relatif. Ainsi, la différence de nature entre ce qui proclame et ce qui interdit va vous apparaître bien plus clairement. Si nous laissons la loi légiférer la morale, alors demain, pourquoi ne pas criminaliser l'égoïsme? Pourquoi ne pas faire de l'avarice un délit? Pourquoi ne pas condamner l'indifférence comme une faute pénale? Vous le voyez, in fine, soumettre la morale au droit expose à de certaines dérives et qui pourrait à terme déboucher sur une morale totalitaire. J'entends déjà mon illustre contradictrice m'opposer que le droit ne peut être neutre, qu'il élève la société, qu'il porte en lui une certaine éthique. Mais alors, mesdames et messieurs, dois-je encore vous rappeler le rôle du droit? Le droit n'a pas pour mission de faire de nous des saints, mais de nous empêcher d'être des criminels. Voyez bien ici cette subtile distinction, et je dirais même de manière plus lyrique. Le droit est une digue, un rempart rigide, une loi prodigue. Il ne dit pas ce qui est bien, il pose une limite ferme au chaos qui advient. Il ne juge pas, ne sermonne pas, il interdit justement ce qui n'a pas sa place ici-bas. Vous avez bien entendu, cher auditoire, le droit ne dit pas ce qui est bien. A contrario, la morale, elle, est différente et elle peut s'attribuer ce rôle. Il semble donc difficile, voire dangereux de légiférer sur la morale parce que cette dernière est subjective, quand bien même qu'elle est aussi et surtout évolutive. Alors, la solution ne résiderait-elle pas ailleurs? Plutôt que d'imposer une morale dogmatique, la loi ne devrait pas plutôt se baser sur quelques principes universels et objectifs. Les droits fondamentaux, le respect d'autrui et du bien commun, en premier lieu en considérant les conséquences de leur non-respect sur la société. Prenons un exemple. On ne punit pas la discrimination parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle porte atteinte à l'égalité entre les citoyens. La morale, elle fluctue, elle change, elle s'adapte au gré des saisons, des cultures, des époques et des croyances. Alors, vouloir la graver dans le marbre du droit, ne serait-ce pas enfermer l'évolution humaine et les individus dans une prison de certitudes éphémères? C'est pourquoi la morale doit nous guider, sans que la loi ne s'en empare, sans qu'elle ne nous l'impose de force. L'éducation, la culture, la transmission des valeurs façonnent bien mieux, je pense, qu'une interdiction législative. Et à mon sens, encore une fois, reprenons cet exemple, la sensibilisation à la discrimination a un impact bien plus profond qu'une simple répression. Pourtant, il semble qu'aujourd'hui, certains juges s'arrogent le droit de juger non plus les actes, mais les âmes. On condamne au nom de l'exemplarité, on requiert au nom du mépris du bien commun. On punit au nom de la probité, que vous avez bien sûr expliqué. Et sous couvert d'un vernis légal, c'est bien la morale qui siège sur le banc des accusés. Mais dites-moi, voulons-nous d'une justice, d'un serment, d'un tribunal ou d'une chaire d'église? Car voilà bien le risque ultime. Légiférer la morale, c'est inscrire dans le droit des vérités figées. C'est inscrire dans la roche des principes qui devraient rester en débat et dont la relativité et la subjectivité inciteraient à davantage de circonspection et de prudence. Néanmoins, que fait-on de ceux qui pensent autrement? Que fait-on de ceux qui refusent cette prétendue morale collective imposée par la loi? Je vous le demande en vous l'implorant. Les bannit-on? Les rééduque-t-on? Les condamne-t-on pour hérésie? Tocqueville, observant la démocratie américaine, nous mettait déjà en garde.
Le poids du nombre peut devenir une dictature de la démocratie. De ce fait, lorsque la majorité impose sa morale, elle étouffe la dissidence, elle écrase la singularité et elle transforme la liberté en conformité. Jusqu'à preuve du contraire, la démocratie ne se bâtit pas sur des dogmes. Elle se forge dans l'échange, dans le débat, dans la contradiction. De surcroît, réfléchissez-y, mais là où la morale ordonne, la liberté, elle, se questionne. Et légiférer la morale, c'est donc prendre le risque de figer la pensée et d'imposer une vérité unique. Or, une société libre et juste ne doit pas édicter ce qui est bien ou mal, simplement garantir un cadre où les libertés individuelles et le bien commun sont bien sûr garantis. Donc la loi n'a pas à juger les âmes, seulement encadrer les actes. Toutefois, si on arrive à confondre morale et droit, on glisse dangereusement vers l'arbitraire. L'histoire bruisse encore des échos de ces tragédies. Elle regorge d'illustrations empoignantes telles que la ségrégation raciale aux États-Unis. Jadis drapé dans la vertu d'une morale dominante, aujourd'hui un stigmate humain. De facto, la morale d'hier ne saurait être celle d'aujourd'hui, la morale d'ici ne saurait être celle d'ailleurs. Dès lors, ceux qui affirment que la loi s'ancre dans la morale se méprennent. Elle repose sur des principes inébranlables de justice et d'égalité. Notamment, on ne punit pas le vol parce qu'il est mal, mais parce qu'il porte atteinte au droit de propriété. Par ailleurs, affirmer que la morale protège la société, c'est occulter. C'est occulter les innombrables injustices qu'a subies notre courageuse humanité. De même, ce n'est pas la morale qui guide le progrès social, mais bien la remise en question incessante des dogmes instaurés. La législation de l'avortement en France, l'abolition de l'esclavage, le mariage pour tous, comme ma chère contradictrice l'a cité. Autant de combats qui ont dû briser les chaînes dominantes de leurs rigoureuses années. Légiférer leur morale reviendrait donc, j'y insiste, à figer dans la loi ce qui par essence est mouvant. Effectivement, là où l'humanité n'a jamais cessé d'être traversée par des doutes, des évolutions et surtout des révolutions de pensée. Oui. Qui peut se targuer de détenir la morale absolue? Vous? Vous? Ou bien vous? À cela, l'histoire a encore tranché, et ceux qui ont tenté de l'imposer par la loi ont souvent sombré dans l'injustice, la censure et l'oppression, sans même que je vous en remémore les noms. Certes, le droit peut s'inspirer des principes moraux auxquels il ne peut être totalement hermétique, car il émane de la société et est exercé par des êtres humains. Mais jamais il ne doit devenir l'instrument d'une morale dogmatique. Car lorsque la loi se fait le bras armé d'une seule vision du bien et du mal, ce n'est plus la justice qui règne, mais la tyrannie de la pensée unique. Alors non, nous ne pouvons pas légiférer sur la morale. Nous devons laisser aux individus la responsabilité de leur choix tant qu'ils ne nuisent pas aux autres. Car une société libre et juste n'est pas celle qui impose une morale, mais celle qui permet à chacun de forger la sienne. Alors, tout autant que nous sommes, gardons-nous d'une illusion. Une illusion qu'en légiférant la morale, nous créerons un monde meilleur, un monde juste, un monde pur. Tout cela est faux. Un monde, nous créerons simplement pas un monde juste, mais un monde rigide. Nous ne créerons pas un monde pur, mais un monde oppressant. Nous ne créerons pas un monde meilleur, mais un monde figé. Un monde où la loi ne serait plus un rempart contre l'arbitraire, mais son instrument le plus terrifiant. Enfin, mesdames et messieurs,
si vous aimez la liberté, si vous aimez la justice, si vous aimez ce droit qui protège et non qui asservit, ne laissez jamais la morale s'emparer de la loi. Merci. Éminente contradictrice, il est des sujets qui s'imposent avec une telle évidence que les questionner semble une hérésie. Il en est d'autres, cependant, qui se drapent dans une fausse clarté, une illusoire simplicité. Et c'est là que se nichent les pièges les plus pernicieux. Alors, face à vous, je reprends la parole, non pas pour caresser les certitudes, mais pour en éprouver la solidité. D'aucuns, dans un élan d'optimisme normatif, clameront « Mais bien sûr, les lois ne sont-elles pas le reflet des valeurs d'une société? La morale et le droit sont tous les deux des corollaires qui avancent main dans la main, ensemble. » Oh, naïveté sublime! Si seulement le droit était l'écho fidèle de la morale, toutefois, ce n'est pas tellement le cas. Afin de répondre à ce que vous m'avez dit, j'ai pris un livre de Philippe Gestaz, qui m'a été offert il y a de cela 5 années, et j'ai une très belle histoire dessus, et une particulière affection. Néanmoins, je ne pouvais vous la raconter à cause du temps qui m'occupait. Toutefois, je citerai 2 de ces phrases qui sont très importantes et qui mettront un terme à cette grande finale opposant Paola et moi. Bien sûr, en le feuilletant vainement, je saurais que 5 ans plus tard, après qu'il ait dormi dans ma bibliothèque, j'y trouverai certaines réponses. C'est un don du ciel, et me voilà l'utiliser à bon escient cette fois, après qu'une première fois ayant lu, mon intellect l'a trouvé abject. Néanmoins, maintenant que je comprends la signification de tous ces mots, je me souhaite de l'utiliser. Alors je cite, « À l'opposé, la pure règle morale, si on prétend l'insérer telle qu'elle dans l'ordre juridique, s'y révèle inefficace par candeur. Car oui, je le rappelle, non, la loi n'est pas la morale. La loi est un carcan. » Ok.